L'entreprise américaine du nom de Mercer, qui est en réalité le plus grand cabinet en matière de conseil en ressources humaines au monde, classait déjà le Togo parmi les pays qui deviennent de plus en plus chers, sinon Lomé comme étant l'une des capitales qui devient de plus en plus chères. En effet, dans son classement de juin 2021, la ville de Lomé occupe le rang de 136e sur 200 villes étudiées contre 154 l'année dernière. De 2021 à 2022, l'inflation devient de plus en plus galopante. Le prix de l'EPIC a quitté 300 francs pour 500 francs, Fandango 100 francs pour 150, sans oublier le bol de maïs qui caracole désormais entre 850 francs et puis 1000 francs CFA. Alors comment en est-on arrivé là dans un pays dans lequel le SMIC reste statique sur les 35 000 francs CFA? Comment sortir du gouffre? Mesdames et messieurs, nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission avec deux invités. Bonsoir et bienvenue. Alors, un peu comme je le disais déjà dans l'introduction, nous avons deux invités avec nous ici au plateau pour parler de la vie chère, alors que l'humanité se prépare même à célébrer, à commémorer, non, plutôt à célébrer la journée mondiale pour le droit des consommateurs. Alors, je commence à ma gauche avec M. Emmanuel Sogadi, qui est le président de la Ligue des consommateurs togolais. Emmanuel, bonjour. Voilà. À ma droite, nous avons Anani Sossou, qui est un journaliste, analyste politique, analyste politique et socio-économique de la vie politique togolaise. Anani, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à l'Afrique. Eh bien, on va entrer dans le vif du sujet. Je le disais également en introduction que le cabinet Mercer, qui est une entreprise américaine qui est le plus grand cabinet au monde en matière de conseil en ressources humaines classées, alertait déjà à partir de juin 2021 que le Togo, que la ville de Lomé, sur 200 villes étudiées, devient de plus en plus chère. Et pour classement, par exemple, je vous rappelle qu'en juin 2021, par exemple, le Togo occupait 136e rang sur les 200 villes étudiées au monde contre 154 en 2020. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là dans un pays où le SMIC reste toujours statique autour de 35 000? Anani Sossou? Le phénomène de la vie chère ne concerne pas que le Togo. Je pense que le phénomène, il est mondial. Je me rappelle qu'il y a de cela 6 mois, il y avait eu des manifestations en Côte d'Ivoire, il y avait eu des manifestations au Bénin, au Sénégal, sur la question de la vie chère. Et il y a plusieurs phénomènes qui concourent à cela, surtout sur les produits de première nécessité. Je vais citer quelques exemples très rapidement. Au Togo, par exemple, le bol de maïs frôle les 1000 francs CFA. Il y a de cela 8 mois, le bol était à 350 francs. Il y a le bol du haricot qui est, pour certaines variétés, qui est à 1800 et d'autres variétés à 2300 francs. Le bol du gari à 1200 francs. Ce sont des produits de première nécessité au Togo, puisque la base de la consommation de notre nourriture au Togo, c'est d'abord le maïs et puis tout ce que j'ai cité plus haut. Pourquoi tout devient subitement si cher? Il y a d'abord un phénomène qui est lié au phénomène climatique, le changement climatique qui pose un véritable problème. Vous avez remarqué que 2 saisons d'affilée, la pluie n'était pas au rendez-vous. La météo faisait défaut aux paysans. Ce qui fait qu'on a connu de longues saisons sèches, étant donné qu'on était même en saison pluvieuse, donc les pluies se raréfiaient. Donc en dehors de ce phénomène-là climatique, il y a aussi le fait que la plupart de nos agriculteurs qui qui produisaient pour la consommation, notamment le maïs, le haricot et autres, se sont tournés vers des produits à exporter comme le soja, à telle enseigne que, au lieu qu'on cultive assez le maïs, le haricot, qui ne donnait pas beaucoup de rendement pour les paysans, qui ne payaient pas beaucoup, les paysans se sont tournés vers des produits à exporter comme le soja, ou bien comme le coton, ou bien le café, le cacao. On s'est beaucoup plus donné à cela. Il ne faut pas oublier que nos paysans souffrent beaucoup, nos agriculteurs souffrent beaucoup. Parce que quand on fait par exemple 1 hectare de terrain de maïs et qu'au finish, vous allez vendre à la perte ce que vous avez produit, ça n'encourage pas. Or, aujourd'hui par exemple, le prix du kilo du soja frôle les 400 francs. Donc, ce qui fait que le bol est à 1400, 1500 francs chez nous. Donc, le paysan préfère plutôt aller vers ce produit-là
qui n'est pas un produit de consommation de première nécessité chez nous, que d'aller, par exemple, vers le maïs, le haricot. À cela aussi, il ne faut pas oublier que les intrants agricoles sont chers. Donc quand on additionne tout cela, cela fait que plus les agriculteurs ont des difficultés climatiques et autres à produire, plus les intrants sont chers, plus le rendement n'y est pas. Ce qui fait que les produits de première nécessité sont tellement chers au Togo. Bon, mais il n'y a pas que ce facteur, il y a d'autres facteurs, notamment le loyer, le transport, etc. Mais je crois qu'on va aller, Oui, on va parler du revenir. transport, du loyer et d'autres réalités également. Emmanuel Sogadi, il parlait tout à l'heure de la pluie qui s'est raréfiée au cours de ces 2 dernières années. Il a également évoqué les questions liées à la cherté de l'engrais et de tout ce qui rentre dans le domaine agricole. Mais dans le même temps, on remarque quand même que le Togo arrive à exporter des fois des produits vivriers, comme le maïs par exemple. Vous savez, le problème de la vie chère ne peut pas s'expliquer seulement par les phénomènes naturels. Et moi, en ce qui me concerne, je l'interprète comme étant la fin du capitalisme à travers le monde. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à bien redistribuer les richesses de toute la planète Terre, vous comprendrez que certaines auront des difficultés à pouvoir acheter les biens et les services qui s'offrent à eux, auxquels ils se sentiront nécessaires d'avoir avant de pouvoir vivre. Et cette mauvaise répartition de la richesse à travers les pays, à travers le monde entier, c'est ce qui s'explique aujourd'hui. Parce que le fait que nous, vous et nous disons aujourd'hui que nous avons la capacité de pouvoir acheter un bol de maïs à 1000 francs, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir l'acheter. Et donc, ça veut dire que c'est la mauvaise répartition des richesses de la terre. Ensuite, il faut qu'on puisse aller vers les effets démographiques. Et aujourd'hui, dans notre famille, par exemple, nous sommes plus de 20 à quitter le village. Parce que nous nous disons qu'en venant à Lomé, nous allons trouver une vie meilleure que lorsqu'on reste au village. Et ça peut être vrai ou faux, mais c'est tout à fait normal. Et nous laissons les terres cultivables. Pour qui? On ne sait pas. Nos frères et sœurs qui sont restés au village prennent la route du Nigeria, prennent la route de la Côte d'Ivoire en disant qu'ils veulent aller chercher mieux dans ces pays. Ça veut dire qu'au Togo, nous avons laissé les mains valides, le bras valide, cette jeunesse-là, aller là où ils veulent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à produire pour satisfaire les besoins nationaux. Mais est-ce que cette jeunesse est épanouie en produisant, par exemple? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce que mon frère Alain vient de dire, en disant que la production n'est pas rentable pour nourrir le cultivateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde court vers la production du soja. Il y a beaucoup aussi de problèmes que cette branche risque d'avoir dans les jours et les heures à venir. Parce que ce secteur est convoité par des capitalistes. Qui est-ce que vous appelez capitaliste? Des opérateurs économiques. Un opérateur économique est un capitaliste qui cherche son intérêt. Un opérateur économique ne cherche pas l'intérêt de personne. Lui, il investit, il attend le retour de l'investissement. Maintenant, au-delà de ces facteurs, il faut ajouter les facteurs liés comment on l'appelle, à la COVID-19. La COVID-19, depuis mars, si j'ai bonne mémoire, depuis début mars 2020, on a fermé toutes les frontières. En Afrique de l'Ouest, par exemple. Et la fermeture d'une frontière, vous comprenez mieux que moi que c'est qu'on empêche une certaine activité de pouvoir continuer à s'exercer. Et qui fait que l'économie tourne autour de ces localités. Et donc, en fermant ces frontières, ça ne peut pas nous permettre de pouvoir maîtriser les prix. Il y a un phénomène aussi. Les gouvernants ont l'habitude de dire qu'ils subventionnent. Mais il n'y a pas assez de contrôle sur ce que les gouvernements disent qu'ils subventionnent. Je donne un exemple. On a subventionné le riz à hauteur de 5 milliards, par exemple. Mais au finish, les opérateurs économiques, les commerçants maintiennent toujours le prix du sac de 5 kg, je ne sais quoi, de 50 kg dans leur rayon, dans leur supermarché, dans leur boutique. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un contrôle bien ficelé pour que la subvention dont les États, les gouvernants annoncent dans leur prise de parole publique ou bien officielle,
que ça soit vraiment une réalité et que les consommateurs puissent le sentir. Permet un peu, quand même, on peut plus retourner quand même à une période communiste où il faut rendre tout ce qui est tout ce qui est capitalisme, je sais pas, privatiser tout, ou bien que tout devienne à tout le monde. On vit dans un monde globalisé, mondialisé, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le capitalisme, oui, il est vrai que le capitalisme a ses défauts. Ça c'est clair. Il a beaucoup de défauts. Ou les multinationales. Mais cela ne peut pas empêcher non plus des gens, un entrepreneur par exemple, de chercher de la plus-value. Ça c'est clair. On ne peut plus donc retourner à une période à une période soviétique, par exemple, à l'heure actuelle. Ça c'est un premier point que j'ai remarqué. Le deuxième point, c'est que c'est vrai quelque part que la fermeture des frontières en Afrique de l'Ouest peut expliquer beaucoup de choses. Qui sont toujours restés fermés. Voilà, ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais quand on voit en Afrique centrale, par exemple, l'Afrique centrale n'a jamais fermé ses frontières. Et pourtant, au Cameroun, la vie chère est décriée tous les jours. Au Gabon, la vie chère est décriée tous les jours. En Guinée équatoriale, au Congo. Donc, c'est l'un des problèmes de l'Afrique de l'Ouest, mais cela n'explique pas la vie chère. La vie chère est due à plusieurs facteurs, comme on l'a cité, et non seulement le dérèglement climatique, mais également le fait que il y a beaucoup qui devient plus cher. Et pourquoi ça devient plus cher? Ça va devenir encore plus cher, hein, parce qu'il y a la guerre en Ukraine qui ne favorise pas au niveau de l'énergie. Par exemple, où l'essence va devenir beaucoup plus chère. Au Ghana, par exemple, le litre d'essence est déjà à presque à 1000 francs. En Europe, n'en parlons même pas. Et puis, ça va arriver chez nous, étant donné que nous importons beaucoup plus et que pour importer, c'est on nous a dit qu'on ne produit pas pour le moment. Nous importons tout ce que nous consommons. Nous importons. Donc, ça veut dire que tout vient par bateau, etc. Donc, il y aura le prix de l'énergie qui va agir. Donc, le phénomène de la vie chère ne s'explique pas seulement par la fermeture des frontières en Afrique de l'Ouest, mais c'est un phénomène qui est global. Maintenant, comment y remédier? Oui, c'est à ça qu'il faut... C'est vrai qu'on est acculé par le terme, excusez-moi. Au fait, je ne dis pas forcément que c'est ça seul qui explique le problème de la vie chère. Lorsque la répartition elle est mal faite, ça crée de l'injustice. Et l'injustice fait que moi, qui est lésé, je n'ai pas la capacité de pouvoir acheter les biens et services dont j'ai besoin pour pouvoir vivre aisément. Ensuite, lorsque il y a un problème, en plein Covid-19 par exemple, les États-Unis ont fait quoi? On fait des dotations en matière d'argent à tous les citoyens. Vous êtes en train de pointer du doigt la responsabilité du politique. Est-ce que c'est oui, ça? Je dis c'est la mauvaise répartition. Je ne dois personne, mais je dis c'est la mauvaise répartition. Si par exemple, l'injustice sociale. Pas qu'on aille sur le terrain du socialisme, Non, quand je parle de l'injustice sociale, c'est ça que vous êtes en train de dire, qu'il y a une mauvaise redistribution. C'est ça. Si par exemple, vous prenez par exemple, au niveau, il y a des gens qui sont riches au Togo, des richards, alors on peut le dire ainsi, des milliardaires. On peut en avoir au Togo, c'est ça, non? Mais est-ce que vous êtes au courant que ces milliardaires sont... En tout cas, le magazine Forbes n'a jamais classé un Togolais parmi des milliardaires. Non, il y a des millionnaires, on peut avoir des millionnaires. Est-ce que vous l'avez vu? Togolais qui figure quand même est-ce que vous avez sur vu le classement Forbes. Il n'y a appris nulle part dans un document que ces millionnaires, ces milliardaires supposés qui se cachent, parce que je sais qu'on en a, mais ils se cachent, sont taxés. Non? Pourquoi ils se cachent? Oui, mais nous sommes dans un contexte politique compliqué. Parce que lorsque tu fais voir que comme tu as de l'argent, la suite, ce n'est pas moi qui vais te le dire. Alors, comme je le disais, on va avancer, on va progresser. Mais avant cela, on va marquer une petite pause publicitaire, s'il vous plaît. On
parle toujours de la vie chère et comme vous le savez, la question de la télécommunication, du transport, de l'hébergement, le tout, c'est tout un ensemble voilà, qu'on remarque. On sait par exemple en matière de communication, télécommunication, le Togo fait partie des pays les plus chers en ce qui concerne la communication et les prix des produits pétroliers, comme vous l'avez énoncé aussi avec la guerre en Ukraine, ne facilitent pas non plus la situation. Comment est-ce qu'on en est arrivé au point où le Togo soit l'un des pays les plus chers en matière de télécommunication? Ça, c'est un véritable problème. Vous vous rappelez, je crois, Emmanuel Soga, il doit se rappeler qu'il y a de cela 2 ans, j'avais mené une action contre la cherté des coûts de communication au Togo. Et nous avons lancé une pétition qui a recueilli plus de 10 000 signatures. C'est que le phénomène, il est normal et puis il est exagéré. Et lorsque j'ai eu à rencontrer les opérateurs de téléphonie mobile, notamment Torocom et puis des responsables de Move, ils m'ont expliqué le phénomène par le fait qu'il y a d'abord trop de taxes et il y a aussi le fait qu'il y a une faible pénétration Internet au Togo, étant donné que nous sommes dans un pays qui est rétréci avec une faible population, etc. Donc ils ont expliqué le phénomène. Mais moi, je l'explique plutôt autrement. C'est que lorsqu'il n'y a que 2 leaders sur le marché, ils s'entendent entre eux pour nous mener la vie chère dans ce domaine. Au Sénégal, par exemple, il y a plusieurs opérateurs de téléphonie et c'est la concurrence. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, les prix ne vont pas faiblir. Le Togo, depuis des années, ne dispose que de Move et de Togocel transféré à Togocom. Dans ce cas où il n'y a que cette dualité, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une concurrence? Même la concurrence, si elle est là, bon, on a remarqué ces derniers temps, depuis que nous avions mené ces actions, d'ailleurs Emmanuel Sogadi aussi s'en est mêlé, depuis que nous avions mené cette action, on a remarqué qu'il y avait une légère modification au niveau tarifaire. Mais comparativement aux autres pays, comme Orange, par exemple, au Sénégal, mais avec, par exemple, 4 500 francs, vous avez 60 gigas de data qui vous couvre pratiquement tout le mois. Au Togo, les 60 gigas, c'est à 15 000 francs. Vous voyez? Donc, c'est déjà extrêmement cher. Et puis, il y a aussi le phénomène de rabotage. C'est-à-dire qu'on vous donne un forfait de 2 jours. Vous n'avez pas fini d'utiliser le forfait. Même avant les 2 jours, bien après les 2 jours, il y a ce rabotage-là qui est fait, ce qui n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est pas un luxe. C'est une nécessité, d'abord, non seulement pour des entreprises, mais pour le petit commerçant. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a les applications qui permettent de vendre à distance, où les gens exposent ce qu'ils ont envie de vendre. Même au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, il y a des applications qui nous permettent de voir ce qui est météo, qui nous permet, par exemple, de voir quel produit, quelle culture est adaptée à tel moment ou bien à tel sol, etc. Il y a ces applications. Donc, ce n'est plus du luxe, mais c'est une nécessité, non seulement pour le commerçant, pour les entreprises, mais pour l'agriculteur lambda qui s'y connaît un peu, qui peut rapidement vérifier ces trucs-là. Et ce qui arrange, c'est que, je le disais il y a 2 ans, avant que Togocel ne soit privatisé, son bénéfice net annuel était de 11 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si vous le savez. C'était 11 milliards de francs CFA. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays où une entreprise qui est appelée à permettre de rapprocher les gens, qui permet une vie sociale, peut dégager un bénéfice net aussi élevé sans redistribuer ce bénéfice-là vers la population? Ça répond peut-être à la question du capitalisme dont parlait Emmanuel Sodi tout à l'heure. Malheureusement, le temps est contre nous. On est obligé d'aborder l'aspect approche de solution des 2 côtés. Je veux vous écouter sur votre approche des solutions, mais je pense que vous allez réagir bien. Oui, par rapport à la première préoccupation de votre question, en réalité, pourquoi les coûts sont chers? Nous, on ne peut pas justifier. Mais il faut dire que hier, c'était l'ARTP. Aujourd'hui, c'est l'ARCEP, l'autorégulation des communications électroniques et de la poste, qui, dès son installation, la mise en place, a essayé de faire des efforts, et il faut le reconnaître. Maintenant, ensuite, le vide qui est aujourd'hui, qui fait que les opérateurs économiques naviguent, si je peux utiliser le mot, entre l'intervalle de vide et d'absence de cadre juridique, c'est que il n'y a pas un texte qui donne l'autorisation, bien le pouvoir à l'ARCEP de pouvoir mettre un plafond
sur les coûts de communication. Ce qui fait que les opérateurs économiques sont dans leur droit de faire leur marketing. Maintenant, avec les résultats que l'autorité a publiés ces 2 dernières semaines, ça prouve que le marketing qu'ils ont mis en place et qui a été analysé par les services de l'autorité, il y a des injustices qu'il faut régler. Maintenant, c'est ce qui fait que nous, on a fait des plaidoyers, on est allé vers certaines autorités en leur disant qu'il faut soit faire une relecture de la loi sur les communications électroniques qui a mis en place l'ARCEP et qui va donner un pouvoir c'est ce qui a été fait dans d'autres pays. Ce qui fait que dans les autres pays, on met un plafond en disant que la communication par minute ne doit pas dépasser 75 francs, bien 60 francs par exemple. Donc les sociétés sont obligées de rester en dessous de 60. Mais au Togo, c'est 75 francs. C'est 75 francs la minute. Donc, ce qui fait que les 2 opérateurs sont entre 75 francs et 0 francs. Et donc, il faudrait qu'on puisse appeler à une relecture de la loi sur la communication électronique et en demandant à ce que les sociétés de téléphonie mobile fassent des investissements pour améliorer la qualité et que les coûts aussi soient réduits en conséquence. On en a besoin. Emmanuel Sogadi, Anani Sossou, franchement, il y a des aspects de la question de la vie chère qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. On va certainement les aborder d'autres fois, la question du transport, de l'hébergement sur lesquels on va revenir, ainsi que d'autres facteurs également. Mais avant de vous laisser partir, dites-moi, quelles sont selon vous les approches de solutions? Nous, on s'est approché de certaines autorités en leur disant que nous avons vu ce que les autres collègues des autres pays font. Par exemple, la Côte d'Ivoire, où on a énuméré une liste des produits de première nécessité en disant que les prix ne doivent pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on l'impose aux opérateurs économiques et ils ont l'obligation de retourner vers le gouvernement pour négocier certaines réductions, certaines des taxes. Maintenant, ça vaut la peine qu'on le fasse ici au Togo. On a besoin aussi qu'il y ait un suivi rigoureux des subventions qui sont annoncées par-ci, par-là de la part du gouvernement. Et pour ce qui concerne les produits de première nécessité, les produits pétroliers par exemple, parce que si on venait à les augmenter, aucun secteur ne serait épargné. Il faudrait que le gouvernement puisse engager des discussions franches pour faire des réformes en matière de la structure des prix des produits pétroliers. Parce que la structure telle qu'elle est aujourd'hui, même si on nous donnait le carburant à 0 francs, on ne pourra jamais l'acheter à 200 francs, bien en dessous de 300 francs. D'accord, Emmanuel Sogadi, merci. Je rappelle également qu'à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, vous avez même prévu organiser un événement sur lequel on reviendra dans les prochains numéros. Anani Sossou, votre mot de conclusion avec les approches de solutions? Je pense d'abord que pour éviter cette vie chère, il faut d'abord se tourner vers l'agriculture. Il faudra que massivement, l'État arrive à subventionner l'agriculture. Il y a des mécanismes, notamment le MIFA, mais tout ce que ça demande comme document, tout ce que ça demande comme approche, c'est déjà plus élevé pour le paysan lambda. Il faudra d'abord que l'agriculture, c'est ça le socle de notre développement, ce sera le socle de notre développement. Il faudra que l'État subventionne massivement, pas seulement les gros exploitants, mais les petits exploitants, ceux qui font de l'agriculture de subsistance, ceux qui ont 1 hectare, 2 hectares. Il faudra qu'on se tourne vers ces gens-là, pas seulement ceux qui se mettent en coopérative pour exploiter 100 hectares et autres. Ce ne sont pas eux qui nourrissent les populations, ce sont les petits exploitants qui nourrissent beaucoup plus les populations, parce qu'ils font une agriculture de subsistance. Donc notamment les détaxes sur les intrants, qui est très important. Et aujourd'hui, avec le phénomène climatique, il faudra que l'État arrive à subventionner les pompes solaires pour qu'on arrive à l'irrigation. En ce sens que même s'il n'y a pas de pluie, on puisse irriguer. Il y avait un système qu'on avait appelé Pompi qui était fait par EDF Togo, le BBOWX. Mais ce phénomène, dont les prix varient 670 000 et 900 000, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un paysan ne peut pas s'autoriser à trouver 900 000 pour aller faire une pompe solaire. Et là, ça ne concerne que la pompe solaire. C'est-à-dire que tout ce qui entre en matière maintenant d'irrigation, de drainage, les prix ne sont pas concernés dedans. Il faudra que l'État arrive à subventionner vraiment l'agriculture pour qu'on arrive à l'irrigation pour éviter les phénomènes climatiques. L'autre aspect aussi, c'est le SMIC. On n'a pas vraiment eu le temps. Sinon, on aurait pu parler de la revalorisation un peu du SMIC. C'est-à-dire qu'au Togo, par exemple, le Togo fait mieux que le Niger et la Mauritanie. Ça risque de relancer un autre débat parce que je vois la tête d'Emmanuel Sogadi qui ne sera pas d'accord. Quand on va retirer des 35 000, le transport, le logement,
l'écolage, les frais de scolarité, la nourriture, les habits, les médicaments, je ne vois pas ce qui resterait dans les 35 000. Évidemment, le ministre Gilbert Bahora avait justifié cela en disant que ça empêcherait les entreprises d'embaucher. D'accord. Et ça va augmenter le chômage. Mais je crois quand même qu'il faut peut-être aller vers le Bénin qui est à 40 000 francs, ce n'est pas beaucoup, mais plutôt vers la Côte d'Ivoire à 60 000. Le Bénin à 60 000. Le Bénin à 40 000 francs, okay. La Côte d'Ivoire à 60 000, le Gabon à 80 000. Mais vous savez que... La Guinée-Équatoriale à 120 000, oui, à 128 000 en Guinée-Équatoriale, oui, donc il va falloir quand même qu'on plonge vers ce phénomène. On va malheureusement en arrêter là. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement, parce que le temps ne nous a pas vraiment permis d'aborder les autres aspects de la question, ce qui veut dire naturellement que nous allons nous retrouver une autre fois, peut-être encore vous deux, c'est un beau duel, on va se retrouver encore une autre fois. Si Dieu le pour veut. Pouvoir, oui, si Dieu le veut, pour pouvoir continuer cette émission dans d'autres volets. Je vous remercie encore une fois. Je rappelle aux téléspectateurs que j'ai pris plaisir à échanger avec Anani Sossou, qui est un journaliste, et à ma gauche, il y a M. Emmanuel Sogadi, qui est la Ligue des consommateurs togolais. Merci à vous encore une fois. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous connaissez le slogan Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière.